Et toi, devant ton écran. Ceci est pour t'inciter à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo en cliquant sur ce joli pouce bleu, puis à partager un max avec tout le monde. Salut, c'est Gaya's Daydream. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent réveillon et que vous avez surtout d'excellentes résolutions pour cette nouvelle année 2002 que j'espère sera meilleure, beaucoup meilleure et beaucoup mieux que 2021 puis 2020, on s'entend. Donc déjà, avant d'aller plus loin, avant de m'avancer encore plus, j'aurais quelque chose à vous demander, mais quelque chose de super important. J'ai eu des retours de certains d'entre vous qui me disaient que ils aimaient plus en fait le concept de la tête flottante que comme ça. Et donc je voulais savoir si ce serait cool en fait de votre part que vous votiez dans les commentaires, que vous me dites qu'est-ce que vous préférez, qu'on retourne au concept de la petite tête flottante pour les histoires, ou c'est ça, qu'on continue comme ça et que vous aimez en fait l'évolution que j'ai faite avec ce petit personnage de Gaya's Daydream que je voulais vous présenter. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis de toute manière, il n'y aura pas de vidéo durant le mois de janvier. C'est vrai que cette vidéo, pour le coup, c'est la première vidéo de l'année 2022 qui était censée être en fait la dernière vidéo de 2021. Mais bon, comme première vidéo d'année 2022, donc après cette vidéo, il n'y aura pas de vidéo durant tout le mois de janvier. Donc vous aurez le temps de me dire ce que vous préférez. Puis dépendamment de ce que je vais lire dans vos commentaires, je vais opter soit pour la petite tête flottante, soit continuer comme ça avec comme un buste entier, quoi, une personne normale quasiment, avec une tête en 3D. Ouais, ça le fait, non? Bon, donc dites-le moi dans les commentaires, puis c'est ça, on verra par après. Autrement, comme promis, donc la vidéo d'aujourd'hui c'est un true crime. C'est pas le true crime que j'avais en tête de faire parce que celui-là il compte actuellement 20 pages qui me reste à nettoyer et à peaufiner. Mais c'est un autre true crime que j'ai lu qui est assez flippant et je voulais sincèrement vous le présenter parce qu'il ne m'a pas laissé insensible. Bref, le true crime d'aujourd'hui concerne la disparition de Lee Roberts. En fait, je sais pas, c'est un cas de disparition qui s'est transformé en cold case, puis en suspicion de meurtre. Bref, je vais juste vous laisser découvrir l'histoire de vous-même, puis vous me direz si elle vous a plu ou pas. Let's go! Lee Toby Roberts est née en 1976. Elle est benjamine de la famille et elle a grandi dans la banlieue de Durham, en Caroline du Nord. Elle aimait passer beaucoup de temps avec ses parents, son frère Heath et sa sœur Cara. Lee a eu une enfance typique, mais les choses ont commencé à changer durant son adolescence. Car en 1997, alors qu'elle n'avait que 17 ans, son père avait été diagnostiqué d'une maladie pulmonaire chronique. Malgré les perturbations dues à l'état de santé de son père, Lee a réussi à terminer son secondaire et à aller à l'Université d'État de Caroline du Nord. Elle s'est spécialisée en espagnol et en anthropologie. Durant sa deuxième année, le sort frappe de nouveau car sa mère décède subitement d'une maladie cardiaque. Lee a mis du temps pour se remettre de la perte de sa mère, mais au semestre d'automne de 1998, elle a repris ses cours. Peu de temps après, elle a eu un accident de voiture à cause d'un camion qui lui aurait fait une queue de poisson, ce qui a entraîné le dérapage de sa voiture. Suite à cet accident, sa jambe a été fracturée sur plusieurs endroits au niveau du fémur, ce qui l'a emmenée à subir une ostéosynthèse, donc une chirurgie où on est amené à placer une tige de fer dans l'os pour lui permettre de cicatriser correctement. Après cet accident, Lee a déclaré qu'elle se sentait née de nouveau. Elle a dit à sa famille qu'au moment de l'accident, elle était certaine de mourir. Du coup, le fait d'avoir frôlé la mort de si près a donné à Lee une nouvelle appréciation de la vie. Et environ 6 mois plus tard, au printemps de 1999, le père de Lee,
est décédé à son tour. Ce dernier événement traumatisant a fait qu'elle ait décidé de quitter l'université pour, selon elle, vivre pleinement sa vie. Son frère et sa sœur étaient évidemment contre cette décision, surtout qu'il ne lui restait qu'un seul semestre pour sa graduation. Lee, qui avait à l'époque 23 ans, est restée à Durham, mais a emménagé avec une amie à elle du nom de Nicole. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle appelait l'amélioration de soi, en apprenant à la fois la guitare et la photographie et en adoptant un chaton appelé Bee. Elle a passé d'innombrables heures à traîner dans les cafés, à écrire de la poésie et à tenir un journal sur le sens de la vie. Le matin du 9 mars 2000, Lee discutait au téléphone avec sa sœur Cara et faisait des planifications pour se réunir bientôt en famille. Un peu plus tard dans la journée, Lee a accepté d'aller faire du babysitting le lendemain, soit le 10 mars 2000, avec Nicole. Plus tard dans la soirée, lorsque Nicole est sortie de l'appartement, elle a remarqué que la voiture de Lee, une Jeep Cherokee blanche de 1993, n'était pas stationnée sur le parking. Sur le coup, elle n'y a pas beaucoup prêté attention, car Lee avait un emploi aux horaires sporadiques qui lui permettait d'avoir de l'argent supplémentaire, vu qu'elle ne travaillait pas et qu'elle vivait sur un héritage. Bref, en somme, Nicole s'est dit que Lee était sûrement allée à ce travail. Mais le lendemain, Lee ne s'est pas du tout présentée pour le babysitting et n'est jamais rentrée chez elle. Le lundi 13 mars, Nicole, inquiète, a contacté Cara, la sœur de Lee, et lui a communiqué la disparition de sa sœur. Cara a immédiatement signalé cette disparition à la police et malgré tous les efforts fournis par la police et par les civils, Lee n'a jamais été revue. Vous vous demandez sûrement ce qui est arrivé à Lee Roberts. Mais pour le savoir, écoutez bien la suite parce qu'elle est vraiment troublante. Le 14 mars, Cara et Nicole ont soigneusement fouillé la chambre de Lee et ont remarqué que beaucoup de ses vêtements manquaient. De plus, son chat Bee, sa cage de transport ainsi que divers trucs pour animaux de compagnie comme la nourriture, les jouets et les médicaments étaient nulle part. Les deux femmes ont également trouvé une note qui disait entre autres « Je ne suis pas suicidaire, je suis le contraire ». Lee a décoré son message avec un gribouillage du sourire du chat de Alice au pays des merveilles qui suggérait peut-être qu'elle agissait d'une manière qui pouvait être espiègle mais qui la rendait heureuse. Dans la note, Lee a également fait référence à Jack Kerouac, l'un des auteurs de The Beat Generation, qui est un mouvement littéraire et artistique né en 1950. Kerouac a écrit sur les voyages et les voyages à la découverte de soi, en utilisant une prose spontanée. Lee avait déjà évoqué le travail de Kerouac avec plein de ses amis, notamment son livre The Dharma Bums, qui est la suite de son autre livre On the Road. Le Dharma Bums raconte l'époque où Kerouac travaillait dans un poste de surveillance des incendies des services forestiers américains sur le Desolation Peak dans les montagnes des Cascades du Nord, montagne qui se trouve dans le nord-ouest du Pacifique. Aussi, enveloppé dans la note, Lee a laissé suffisamment d'argent pour couvrir environ un mois de loyer et de services, c'est-à-dire tout ce qui est eau, électricité, etc. L'argent, les objets manquants dans la maison et le contenu de la note ont amené les proches de Lee ainsi que la police à croire qu'elle était partie dans un voyage mais qu'elle allait revenir. La sœur de Lee, Cara, qui avait toujours une procuration depuis que Lee était partie dans un voyage scolaire au Costa Rica, a donc pu vérifier les comptes bancaires de Lee. Et toutes les transactions effectuées semblaient en effet indiquer que Lee était partie pour un road trip inattendu. En effet, ces relevés bancaires ont révélé que dans l'après-midi du 9 mars, juste après avoir été vue pour la dernière fois par sa colocataire, Lee a retiré plusieurs milliers de dollars de son compte bancaire. Cara a pu voir sur les relevés bancaires de Lee que sa carte de débit avait ensuite été utilisée pour payer une chambre de motel près de Memphis, au Tennessee, et de nombreuses autres transactions d'essence et de nourriture ont aidé Cara à retracer les déplacements de sa sœur à travers le pays. La dernière transaction étant un achat de carburant à Brooks, en Oregon, qui datait du 13 mars 2000. Cara était soulagée que sa sœur soit bien vivante,
et après avoir examiné les finances et discuté avec certains de ses amis, Kara était maintenant convaincue que Lee avait entamé un voyage à la découverte de soi dans le nord-ouest du Pacifique pour refléter l'aventure de Kerouac dans le Dharma Bumps. Maintenant, on est rendu au 18 mars 2000, date à laquelle Kara attendait que Lee l'appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Au lieu de ça, elle a appris du bureau du shérif du comté de Whatcom à Bellingham dans l'État de Washington que plus tôt dans la journée, des joggeurs avaient trouvé une Jeep au fond d'un ravin. Le ravin se trouvait dans une zone boisée, dense, le long de la route Canyon Creek Road. Pour vous situer, cette route relie la route du Mont Baker à la forêt nationale du Mont Baker Snoqualmie, ce qui permettait de relier certaines habitations rurales au camp de bûcherons qui se trouvaient un petit peu éloignés dans la forêt. En effet, durant leur jogging, un couple a remarqué au niveau d'un léger virage sur la route, pas loin du sommet d'une petite colline, des vêtements éparpillés sur le côté de la chaussée et emmêlés dans les branches d'un arbre. Le couple s'est frayé un chemin sur le talus et a découvert un véhicule gravement accidenté. Le couple a immédiatement contacté la police, qui sont rapidement venus sur les lieux, et il ne leur a pas fallu longtemps pour faire correspondre le numéro de la plaque, le JVP 2881, à la Jeep de Lee. Souvent, la localisation du véhicule d'une personne disparue entraîne une cessation des recherches policières. Mais les preuves dans et autour de la Jeep ont dépeint un tableau assez déroutant pour les enquêteurs. En effet, le passeport de Lee, son chéquier, sa carte de crédit, sa carte de débit, son permis de conduire, ses vêtements, sa guitare ainsi que beaucoup d'autres objets personnels ont été trouvés éparpillés dans la voiture et sur le sol dans les environnements du véhicule. 2 500 $ en liquide ont été découverts dans la poche d'un pantalon. De la nourriture pour chat et une cage de transport se trouvaient également dans le véhicule, mais Bee, le chat de Lee, manquait à l'appel. Sous un tapis de sol, les enquêteurs ont trouvé la bague de fiançailles de la mère de Lee, un bijou que les proches de la jeune femme ont affirmé qu'elle chérissait et qu'elle ne laisserait jamais volontairement derrière elle. Lorsque la police a examiné les lieux de l'accident, les dommages causés aux arbres et à la voiture ont indiqué que le véhicule roulait à environ 64 km/h lorsqu'il a quitté la route. Et la façon avec laquelle les effets personnels étaient éparpillés suggérait que la voiture aurait fait plusieurs tonneaux avant de finir dans l'arbre. D'un autre côté, puis là entendant l'étrange, il semblait que le conducteur n'ait pas été blessé dans l'accident, car aucun sang n'a été trouvé dans la Jeep. Le pare-brise était fissuré et cassé, mais il n'y avait pas de marque d'impact évidente à l'endroit où une tête devait heurter le pare-brise, et la ceinture de sécurité côté conducteur n'était pas tendue pour empêcher brusquement un corps de se projeter lors d'un impact. Là, la police a commencé à se demander si l'accident n'aurait pas été mis en scène. Ils pensaient légitimement que la Jeep aurait peut-être été volontairement accidentée sans occupant à l'intérieur, mais à l'époque, il n'y avait aucune preuve solide permettant de confirmer cette hypothèse. Mais ce qui est encore plus déroutant, c'est la découverte des couvertures et d'oreillers suspendus aux vitres de la Jeep, ce qui suggérait que quelqu'un aurait utilisé le véhicule comme abri après l'accident, chose qui impliquait nécessairement que quelqu'un se soit trouvé dans la Jeep lorsqu'elle a dévalé le talus et que cette personne se serait ensuite réfugiée sur le site de l'accident. Les enquêteurs pensaient que Lee avait peut-être été blessé dans l'accident, malgré le fait qu'il n'y avait aucune trace de blessure ou même d'une personne au volant, comme je viens de l'expliquer. Du coup, des agents de police, une équipe de sauvetage et de recherche, une brigade cynophile et même des hélicoptères ont passé 2 semaines à ratisser la zone à la recherche de Lee, mais bien sûr sans jamais lui trouver aucune trace. Pendant les recherches, un témoin a appelé la police et a rapporté que lui et sa femme avaient vu Lee dans une station-service Texaco à Everett, dans l'État de Washington, et ce, vraiment peu de temps après la découverte de sa Jeep, ce qui a soutenu l'hypothèse que la jeune femme blessée aurait pu quitter les lieux de l'accident. Cependant, après avoir donné son témoignage,
pour une raison mystérieuse, l'homme a paniqué et a mis fin à l'appel avant même de donner son nom. Bien que le tuyau semblait crédible pour les enquêteurs, ils n'avaient aucun moyen de recontacter ce témoin. Au fil des ans, la police a fouillé à plusieurs reprises les bois entourant le site de l'accident avec une brigade cynophile. Ils ont également utilisé des détecteurs de métaux pour essayer de trouver la tige métallique qui était placée dans la jambe de la jeune femme après son premier accident. Mais toutes ces tentatives ont été infructueuses. Au jour d'aujourd'hui, les enquêteurs pensent qu'il y a 50% de chances que Lee se soit fait assassiner. Dans tel cas, la question serait de savoir si elle s'est éloignée de la scène de l'accident et a été assassinée plus tard, ou si elle a été tuée en premier et que l'accident a ensuite été mis en scène pour dissimuler la disparition et le meurtre de la jeune femme. Aussi, Lee a peut-être été blessée durant l'accident. Elle a ensuite passé un certain temps à récupérer dans sa Jeep, puis s'est rendue sur la route pour obtenir de l'aide. Elle aurait pu interpeller une voiture qui passait sur la route du Mount Baker à proximité et le conducteur aurait profité de la situation pour enlever et assassiner la jeune femme. Ensuite, il aurait simplement jeté son corps quelque part, loin du lieu de l'accident. Alternativement, Lee aurait pu être assassiné après son arrivée dans le nord-ouest du Pacifique, mais avant que cette Jeep ne quitte la route. En effet, un talent d'un billet d'une représentation de American Beauty le 13 mars 2000 au théâtre de Bellis Fair Mall de Bellingham suggérait que Lee était arrivé dans la région au moins 5 jours avant que sa voiture ne soit retrouvée. Lorsque Cara et Heath sont partis à Bellingham pour rechercher leur sœur, ils ont retrouvé ce talent du billet. Cara et Heath se sont rendus au Bellis Fair Mall et ont demandé aux commerçants s'ils se souvenaient d'avoir vu Lee, mais personne ne semblait l'avoir vu. Ils ont alors vérifié les restaurants de la région et ils étaient presque sûrs que Lee aurait mangé un truc avant ou après le film. Donc, Cara et Heath sont allés voir le seul restaurant avec des places assises dans le centre commercial qui leur semblait le genre d'endroit où leur sœur resterait manger. Après avoir discuté avec les employés, ils ont appris que Lee était effectivement venue manger dans le restaurant le jour où elle est allée au cinéma. La police est alors intervenue et les investigations les ont menées vers 2 clients masculins qui avaient été vus assis, chacun d'un côté de Lee au comptoir. Pendant qu'ils mangeaient, ils bavardaient. Elle aurait partagé avec eux son amour des livres de Kerouac et leur aurait expliqué qu'elle était dans le nord-ouest du Pacifique en voyage à la découverte de soi. L'un des 2 hommes a révélé à la police que Lee était reparti avec un client nommé Barry. Il a même fourni suffisamment de descriptions pour que la police puisse faire un portrait robot. Portrait que vous êtes actuellement en train de voir. Cependant, personne d'autre dans le restaurant, à part cet homme, bien sûr, ne se souvenait d'avoir vu Barry. Même l'homme qui était assis directement à côté de Lee, mais de l'autre côté, ne se souvenait pas qu'elle ait parlé ou qu'elle soit partie avec ce Barry. D'ailleurs, ce mystérieux Barry n'a jamais été retrouvé et le cas de Lee s'est inévitablement transformé en cold case. En 2006, le détective principal en charge de l'affaire de Lee Roberts a pris sa retraite et l'affaire a donc changé de main. Après avoir examiné les dossiers, les nouveaux détectives ont réalisé que la Jeep de Lee et son contenu n'avaient jamais été entièrement vérifiés. Ils ont alors décidé de faire une inspection approfondie du véhicule pour voir ce qu'ils pourraient trouver de plus que ce qui n'a déjà été trouvé. Et les détectives ont commencé par inspecter le capot. Et ce qu'ils ont trouvé les a vraiment choqués. En effet, un fil vers le relais du démarreur avait été clairement sectionné. Par conséquent, la Jeep aurait pu accélérer sans qu'un conducteur soit dans le véhicule et n'appuie sur la pédale d'accélérateur. Ce qui a confirmé la première hypothèse des enquêteurs lorsqu'ils ont intervenu sur la scène de l'accident pour la première fois. Et cette hypothèse, je vous le rappelle, disait que l'accident était une mise en scène. De plus, une empreinte digitale a été retrouvée sur le capot et de l'ADN masculin a été découvert sur certains des vêtements de Lee, en utilisant bien sûr une technologie qui n'était
pas disponible auparavant. Là, directement, les détectives ont soupçonné l'implication de l'homme du restaurant qui avait à l'époque décrit un certain Barry que personne n'aurait vu à part lui, vu que cet homme était le seul à avoir vu Lee quitter le restaurant avec ce Barry et que ce même homme était, comme par hasard, mécanicien. Et donc, il aurait suffisamment de connaissances pour facilement trafiquer le véhicule de Lee et faire croire à un accident. Les enquêteurs ont dû attendre plus de 2 ans pour voir si leurs soupçons étaient fondés, car le processus d'obtention des empreintes digitales de cet homme ainsi que de son ADN a été assez lent pour la simple raison que leur suspect avait déménagé au Canada peu de temps après la disparition de la jeune femme. Lorsque la collecte de preuves a finalement été achevée, l'empreinte digitale de l'homme ne correspondait pas à celle trouvée sur le capot de la Jeep. Et bien que les résultats de correspondance d'ADN n'ont jamais été divulgués, il est certain que les ADN ne correspondaient pas, car aucune arrestation n'a jamais été effectuée. Bien qu'aucune nouvelle preuve n'a été trouvée depuis des années, les proches de Lee poursuivent leurs recherches. Ils espèrent que Lee est encore vivante et qu'ils vont pouvoir un jour la ramener à la maison. Donc voilà, c'est un autre cas de disparition non résolue qui m'a personnellement laissé perplexe. Personne ne sait si Lee est vivante ou morte. Que lui est-il arrivé réellement? Pourquoi est-elle partie sur un coup de tête sans réellement prendre le temps de prévenir ses proches en personne, de leur dire au revoir? Déjà, son départ est assez louche. Personnellement, c'est ce que je vois. Donc je me dis que elle aurait été influencée par quelqu'un qui aurait fait le road trip avec elle, puis c'est peut-être cette personne qui l'aurait assassinée, je ne sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des théories, d'autres informations que j'aurais pas trouvées durant ma petite recherche pour faire cette vidéo. Je serais vraiment contente, comme d'habitude, de vous lire et de vous répondre. Aussi, j'aurais pas d'énigme à vous donner pour cette semaine. À la place, je vous demande de me dire donc si vous préférez que je continue à vous présenter mes vidéos comme ça ou si on revient à l'ancienne version. C'est très important pour moi que vous me le dites parce que finalement les vidéos sont faites pour vous et il faut faire un choix vu que certaines personnes apparemment se sentent plus à l'aise avec l'ancienne version des vidéos qu'avec cette version-là. Donc je serai contente de le voir puis j'agirai en tant que telle, je ferai ce que la majorité voudra. Donc, par exemple, vous me dites non, reste comme ça ou ben, je préfère la petite tête flottante en 3D toute seule, elle était plus cool, je sais pas. Ben, vous allez me le dire dans les commentaires, puis on va voir. De toutes les manières, vous avez un mois pour me le dire puisque c'est la première vidéo de l'année, mais la deuxième vidéo de l'année ne va pas arriver avant février. Vous inquiétez pas, je reviens sûrement, c'est juste un petit break pour pouvoir revenir plus forte avec des idées encore plus fraîches. Puis honnêtement, j'ai déjà en stock plein de trucs assez sympas. C'est juste mes petites vacances du début de l'année que je dois prendre. Voilà, donc mis à part ça, j'aurais rien d'autre à vous dire que restez safe, vous allez sûrement me manquer. Puis n'oubliez pas de voter. N'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, de partager un max. M'abandonnez pas pendant ce mois parce que moi je vous abandonnerai pas, je reviens bientôt. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bien flippantes.